Bonjour à tous. Et effectivement, merci d'être là. Je suis ravie de voir qu'à l'évocation de ce panorama de la céramique en 1 heure, tout le monde a souri, y compris le challenge et le défi qui m'avait été lancé. J'ai compris bien plus tard, en fait, effectivement, à quoi je m'attelais. Et c'est forcément un choix subjectif pour que ce marathon et ce panorama consacré à la céramique ne se transforme pas en pensum. Il est tout à fait vrai que c'est un choix très subjectif que j'ai fait là pour essayer de rappeler les grands repères, les grandes dates et puis surtout les influences. Parce que l'histoire de la céramique, c'est avant tout une histoire de voyage, c'est même une épopée. C'est une histoire d'échange, une histoire de circulation des personnes, des marchands, des modèles, des motifs. Et donc, nous allons voguer d'un bout à l'autre de la planète au travers des continents, en parlant des marchands arabes, en parlant des Portugais, des Hollandais, des Italiens qui ont beaucoup fait pour que la céramique européenne soit celle que nous connaissons et celle sur laquelle beaucoup d'entre vous aujourd'hui réfléchissent, travaillent, font évoluer, etc. Donc, le mot céramique est un terme générique. Je rappelle quelques vérités vraies, mais c'est vrai que lorsque j'ai des élèves qui viennent me voir pour réaliser, par exemple, un mémoire et que l'on me dit « je veux faire un mémoire sur la céramique » et que je leur dis très gentiment la faïence, le grès, la porcelaine, on me regarde avec des yeux ébahis. Je me dis qu'il y a quand même quelques petites choses qu'il nous faut rappeler. Donc, le mot céramique est un terme générique, bien entendu, qui englobe tous les arts de la terre. On comprend en effet sous ce même vocable, céramique, la simple poterie primitive, la poterie utilitaire, la terre vernissée, le grès, la faïence fine et bien sûr la porcelaine. Tout est histoire de qualité de terre et de mode de cuisson. Donc le mot d'ailleurs, en grec, le mot kéranon signifie argile et les vases antiques sont appelés kéramès dans les textes. La céramique est ce que l'on appelle en archéologie un fossile directeur. C'est cette céramique qui constitue souvent la trace indubitable des anciennes civilisations et c'est elle qui témoigne d'un ensemble d'usages, de rites, de croyances et même de croyances qui nous permettent de comprendre combien les anciens accordaient une véritable importance à l'au-delà. Donc le berceau de la céramique se situe au Proche-Orient, c'est en Iran, en Anatolie, en Mésopotamie que l'on a retrouvé pour la première fois des petites statuettes, des figurines humaines ou animales qui vraisemblablement avaient une utilisation rituelle et magique. Et ces premières petites statuettes cuites au soleil datent de 6000 ans avant notre ère. Dès le 5e millénaire avant notre ère apparaissent justement des récipients. Et on s'aperçoit qu'on sait cuire le mélange terre et eau dans des fours qui montent quand même jusqu'à 1000 degrés à peu près dès le 5e millénaire avant notre ère. Donc le contrôle de la cuisson par le potier date, lui, du 4e millénaire, tandis que l'usage du tour remonterait à 2500. Les techniques sont très simples. D'abord, bien sûr, on parle de façonnage, on parle de modelage, on parle de travail au colombin, puis donc de tournage, avec ce tour qui apparaît vers moins 2500. Et enfin, le moulage semble être la dernière des techniques mises au point sans que l'on soit véritablement capable de la dater. Bien entendu, c'est la composition de l'argile, c'est aussi le degré de température atteint lors de la cuisson qui différencie la faïence du grès de la porcelaine à base de kaolin. Donc, très simplement, et je pense que beaucoup d'entre vous sont certainement plus en prise directe avec la réalité des cuissons et des fours, je rappelle tout de même que la faïence atteint donc sa cuisson vers 1000-1100 degrés pour la vitrification, 1300 degrés pour le grès, et pour la porcelaine à base de kaolin, autour de 1400 degrés. Donc vous avez ici devant les yeux un boisseau, ce qu'on appelle un boisseau, à savoir un grand gobelet donc en terre peinte, dont on a vraisemblablement poli et poncé les parois pour obtenir une forme quasi parfaite. Ce boisseau vient de Suse en Iran et date de 4200-3800 avant. Donc c'est une utilisation funéraire, car effectivement la céramique transcende les mondes, le monde des vivants, le monde des humains, avec une utilisation souvent quotidienne, une utilisation lors de banquets et une utilisation rituelle lors de funérailles. Cette céramique devient par la suite un présent souvent funéraire,
appartenant au mobilier qui accompagne le mort dans l'au-delà. Donc c'est ce que l'on va voir là dans ces premiers temps. Donc cette céramique, on peut immédiatement donc se concentrer sur la forme, comme ici, ou se concentrer sur la couleur. Effectivement, faire disparaître la couleur de la terre en la recouvrant d'une autre couleur, d'une glaçure colorée. C'est ce que l'on voit donc en Égypte dès le XIIIe siècle avec ces fameux vases de couleur bleue, cette fameuse frite bleue d'Égypte qui permet donc de transformer totalement l'apparence banale de la terre en lui donnant donc cette couleur extrêmement brillante, illustrée. La réalisation donc de grands ensembles céramiques, de grandes parois recouvertes ici de briques émaillées est attestée donc au Proche-Orient. Effectivement, très tôt, vous avez ici donc la frise des archers qui est conservée en partie au musée du Louvre, ou comme ici à Berlin, un fragment de la porte d'Ishtar présentant un lion donc composé de briques émaillées colorées, où là encore la couleur disparaît, la couleur de la terre disparaît sous des émaux extrêmement brillants. Dans notre civilisation européenne, c'est bien entendu la céramique grecque qui, pendant longtemps, va constituer vraiment le terreau de la céramique occidentale, une céramique que l'on retrouve principalement dans les tombes et qui constitue donc des offrandes funéraires de grande qualité, de grand prix, nous donnant des renseignements sur la qualité et le niveau social généralement du défunt. Nous sommes ici devant l'image d'une tombe espagnole dans la région de Grenade, vraisemblablement la tombe d'un commerçant, où l'on retrouve donc dans son mobilier funéraire, comme vous le voyez, un nombre extrêmement important de vases, de la poterie la plus simple non émaillée jusqu'à ces très beaux exemples de céramique grecque, ces très grands cratères ici à figure rouge, donc qui sont des vases à vin. Ce sont des vases dans lesquels on mélangeait le vin, puisque le vin dans l'Antiquité n'est jamais bu pur, mais toujours coupé, donc mélangé avec de l'eau ou avec des épices. Et ce grand cratère est généralement un vase très important dans le rituel du symposium, du banquet. Donc il passe ici du monde des vivants au monde des morts pour accompagner dans une sorte de banquet éternel le défunt. Cette céramique grecque, elle se raffine particulièrement au VIe siècle avant notre ère, puisque nous allons passer de la figure noire à la figure rouge, avec donc ces deux modes de cuisson, réductrice ou oxydante, qui permettent d'obtenir des effets très différents à la surface du vase. Donc les techniques de la figure noire, comme nous le voyons ici sur ces vases grecs, sur ces amphores, la technique de la figure noire est particulièrement précieuse, précise. On la date donc du début du VIe siècle, du 5e, du VIe siècle, et c'est au VIe siècle qu'elle atteint son extrême raffinement, notamment avec un artiste du nom d'Exéchias. C'est ce que vous voyez à droite de l'écran. Voilà, c'est ça. À droite de l'écran, notamment avec cette magnifique amphore qui est conservée au musée du Vatican et qui nous montre Achille et Ajax jouant au dé avant que la guerre ne commence, où l'on voit donc que les figures sont obtenues en noir sur un fond clair et que ces figures sont rehaussées d'éléments colorés qu'on appelle des rehauts, qu'ils soient rouges ou blancs, qui permettent donc de définir et de délimiter certaines parties du costume, du visage, de la physionomie, tandis que tous les détails sont repris au micro-burin en incision. Donc c'est une technique extrêmement complexe puisqu'il est difficile de superposer les plans, il est difficile de créer de la perspective avec la figure noire et que tout est repris donc en incision à la surface du vase dans cette céramique donc grecque de très grande qualité qui là aussi est de manière privilégiée a été retrouvée dans les tombes, notamment dans les tombes étrusques à Vulci ou à Cerveteri. Donc cette figure noire fait vraiment partie intégrante d'une vaisselle de grand prix. C'est la technique privilégiée donc des Grecs, avec ici une coupe consacrée donc au dieu Dionysos, donc dieu du vin. Vous avez ici les pampres de vigne au-dessus donc de son bateau, tandis que les dauphins s'ébattent tout autour de lui.
Des vases tout à fait étonnants, toujours liés au service des liquides, au service du vin, avec donc une céramique ici modelée sous la forme d'un visage qui montre une face extrêmement conviviale de la céramique grecque, qui souvent s'orne, bien entendu, de scènes mythologiques. La figure rouge va succéder donc à la technique de la figure noire. Donc cette fois-ci, eh bien, on va inverser tout simplement le processus. Ce sont les personnages qui vont être laissés en réserve sur le fond noir et tous les détails donc des anatomies des personnages vont être repris cette fois-ci au pinceau avec donc un engobe extrêmement délayé qui permet donc de détailler les muscles, les vêtements et donc avec ce dessin au trait à la surface des personnages, on est capable désormais de superposer les plans et de donner de plus en plus de détails, d'être de plus en plus précis, ce que le burin, ce que les incisions ne permettaient absolument pas dans la céramique grecque à figure noire. Donc ces dessins en réserve sur fond noir permettent véritablement à la céramique grecque de traiter un nombre incalculable de sujets avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de souplesse, s'apparentant au plus près à la peinture, qui était également un art très prisé des Grecs, même s'il ne nous en reste pratiquement rien. Donc ce cratère est conservé au musée du Louvre. Il s'agit ici du cratère d'Euphronios, qui est daté donc de 515 à peu près. Et Euphronios appartient à un groupe très important qu'on appelle le groupe des pionniers. Ces pionniers, qui sont-ils ? Ce sont des peintres qui, pour la première fois au VIe siècle, revendiquent eh bien justement de signer leurs œuvres, de mettre leur nom sur les œuvres, puisque un vase est toujours issu chez les Grecs d'un double geste, celui du potier et celui du peintre. Ce n'est pas le même artiste qui réalise le vase et son décor. Et les pionniers décident de mettre leur nom, donc de signer généralement dans le champ. On a souvent des petites lettres juste à l'arrière là, de la scène. Donc de signer leurs œuvres et de se revendiquer non plus comme des artisans doués, puisque c'est ainsi que l'on voit les artistes dans l'Antiquité. Un artiste est avant tout un artisan doué. La notion artistique n'existe pas véritablement tant que justement nous n'avons pas de signature. Et les pionniers sont les premiers à revendiquer ce geste créatif et leurs œuvres en propre. Donc il y a Euphronios, il y a Euthymides, c'est tout un groupe vraiment de peintres de céramique qui revendiquent eh bien, l'autonomie artistique en quelque sorte aux alentours de 530. Un autre exemple, rapidement, puisqu'il s'agit ici d'un unicum dans l'histoire de la céramique grecque, il s'agit d'une scène historique, car effectivement, la céramique peut également témoigner de l'histoire. Il s'agit ici du suicide raté de Crésus. C'est une amphore du peintre Mison, donc, qui date du 5e siècle avant notre ère, et Crésus, donc réputé pour ses largesses, bien entendu, envers le sanctuaire de Delphes et d'Éphèse. Crésus a échoué en 547 devant Cyrus le Perse, et donc pour assumant pleinement sa défaite, Crésus monte sur son bûcher. Et là, alors que celui-ci devait prendre feu, puisque vous voyez que son serviteur se penche pour mettre le feu au bûcher, et Crésus, dans tous ses atours et ses attributs de chef, eh bien, s'apprête à brûler, quand une averse bienheureuse, très certainement envoyée par Apollon, le sauve d'une mort certaine. Donc cet événement antique est rapporté par les historiens, il est rapporté par Pindare, il est rapporté par Hérodote, et Crésus va devenir le meilleur conseiller de Cyrus. Donc c'est un témoignage à la fois historique et artistique que nous propose ici le peintre Mison, en installant donc son épisode à la fois, voyez, sur le col, l'épaule et la panse du vase, et en faisant ce que nous appelons une amphore tableau, puisque nous avons ici véritablement comme une peinture installée de manière privilégiée, voyez, avec un socle, une base, entre les deux anses de la pièce. Donc il y a là non seulement un souci de rapporter un fait, de raconter, la céramique est ici narrative, mais elle est aussi réfléchie donc comme un tableau, comme un équivalent à la grande peinture, qui, je vous l'ai dit, est un art extrêmement prisé des Grecs. En dépit de ces modèles narratifs extrêmement brillants, sujet de nombreux débats, de nombreuses conversations, toute cette vaisselle est bien sûr une vaisselle de prix, qui a toujours été réservée à l'élite, qu'elle soit utilisée donc dans le quotidien ou qu'elle se retrouve en tant qu'offrande, que cadeau de prix dans les tombes. Eh bien, en dépit de ces modèles, les proches voisins des Grecs, les Étrusques, qui vivent donc en Italie, dans cette partie qui est aujourd'hui, que l'on appelle la
la Toscane, hein, qui était l'Étrurie, mais qui allait également donc, jusqu'à la plaine du Pô et dans la région de Naples, la Campanie, eh bien, les Étrusques, eux, produisent une vaisselle tout à fait différente, qui est une vaisselle trompe-l'œil. Et donc, après cette vaisselle très narrative, très illustrative, parée d'événements mythologiques ou historiques, les Étrusques privilégient une vaisselle dénuée de tout décor, mais qui imite par son lustre, par son aspect brillant, la vaisselle métallique. C'est ce qu'on appelle le bucchero. Le bucchero donc, peut être épais, comme ici, ou peut être extrêmement fin, hein, ce qu'on appelle à ce moment-là le bucchero sottile, qui est une vaisselle donc noire, lustrée, obtenue en atmosphère réductrice, hein, alors qu'il n'y a absolument pas d'oxygène pendant la cuisson. Et donc, plus la cuisson est maîtrisée et plus la pièce devient brillante et imite à la perfection la vaisselle métallique. Il y a donc là un jeu avec la terre, un jeu avec le rendu et une céramique qui est à l'évidence utilisée comme un trompe-l'œil. C'est un peu la même chose pour la sigillée, qui est la céramique de référence donc, de nos ancêtres les Gaulois. Cette céramique sigillée produite donc en France a un aspect lui aussi extrêmement brillant, mais qui l'apparente beaucoup plus à un objet de cire. Vous avez ici une matière qui paraît extrêmement douce, presque capable de s'enfoncer là au toucher, et c'est ici une sigillée claire caractéristique de la civilisation gauloise. L'un des événements qui va considérablement changer l'histoire de la céramique dans le monde, eh bien, c'est la domination arabe qui s'étend notamment sur l'Espagne à partir du 8e siècle. Donc, la civilisation musulmane qui va occuper, vraiment se répandre sur la plus grande partie de l'Espagne et qui va profondément modifier les usages, le sens artistique et apporter avec elle un nouveau type de décor qui va supplanter justement celui qui avait cours alors, essentiellement basé sur de l'oxyde vert et un décor en verre et manganèse sur un engobe blanc. On va dire que les musulmans apportent avec eux la tradition de la faïence. Cette faïence, elle semble apparaître au IXe siècle en Orient, en Mésopotamie, en Anatolie, en Irak, et c'est grâce donc à cette domination musulmane sur l'Espagne que la faïence donc arrive véritablement en Europe. Cette faïence, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est avant tout une terre que l'on recouvre, d'une glaçure qui cache sa couleur, une glaçure que l'on veut blanche et qui est opacifiée avec de l'oxyde métallique d'étain. On va appeler ça une glaçure stannifère. Donc cette glaçure stannifère blanche permet bien entendu de recevoir le décor, et la spécialité de l'Espagne, donc sous domination musulmane, avant la reconquête du XVe siècle, sera ce que l'on appelle les céramiques hispano-mauresques, donc réalisées avec notamment donc, cette glaçure opacifiée à l'étain et un décor entièrement basé sur ce qu'on appelle le lustre métallique, des oxydes métalliques d'abord d'argent, puis donc assez clair, comme vous pouvez le voir ici, ou petit à petit donc un petit peu plus rouge, puisqu'on privilégiera plutôt l'oxyde de cuivre. Donc ces céramiques hispano-mauresques comprennent souvent des motifs donc orientaux, à savoir des animaux qui sont affrontés de part et d'autre d'une palme, d'un arbre, de l'écriture bien sûr arabe en caractère koufique, et puis donc un sens de l'ornementation extrêmement présent, extrêmement couvrant, très tapissant, qui n'est pas sans évoquer non plus l'art des tapis, l'art du textile. À la fin de la période, les plus beaux exemples, donc ces pièces hispano-mauresques, vases ou bassins, sont produits de manière privilégiée dans la région de Valence, dans la région de Malaga. On parlait même des pièces d'or de Malaga, en raison donc notamment de l'aspect très brillant, très lustré. Il s'agit ici d'une pièce conservée à Sèvres. Ces pièces donc produites dans la région de Valence, dans la région de Malaga, petit à petit, embrassent la couleur, puisqu'on voit ici pénétrer le bleu, donc, qui provient de l'oxyde de cobalt, avec ici une pièce assez rare conservée donc, à Paris, au Petit Palais, puisqu'il s'agit d'une pièce figurative, avec, même si on ne le voit pas au premier abord, vous voyez un axe central, encore une fois un arbre, un élément végétal, et de part et d'autre de cet axe central, donc du bassin, deux femmes qui s'affrontent. Donc vous avez ici un bassin qui date du XIVe siècle et qui constitue l'une des plus belles productions
de cette céramique européenne sous influence arabe. Que se passe-t-il pratiquement au même moment donc, dans la Turquie ottomane? Eh bien, dès la fin du XIVe siècle et au XVe siècle, on voit une pleine explosion, notamment de la céramique architecturale, puisque les murs vont se recouvrir de céramique, de pavement. Vous avez ici un exemple du palais de Topkapi, avec donc un mur recouvert de tout un système décoratif à base de carreaux. Et c'est vrai que cette céramique architecturale prend son essor fulgurant au début du XVe siècle et va propulser Iznik notamment au premier plan. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, nous parlions donc des céramiques hispano-mauresques, donc de cette civilisation musulmane qui, en Espagne, influe énormément sur les productions, sur le goût, sur les motifs. Ce qui est intéressant, c'est que le commerce de la céramique, à ce moment-là, donc au travers du bassin méditerranéen, est vraiment le fait de marchands arabes et perses. Et ces marchands arabes et perses vont commercer vraiment de manière privilégiée la céramique en faisant transiter, par exemple, les productions chinoises également vers l'Europe et vers l'ensemble du monde arabe. Donc c'est tout à fait passionnant parce qu'on va avoir une production ici dans le monde ottoman largement influencée par ce que ces marchands ont pu voir en Chine et ce qu'ils importent de Chine. En effet, vous avez ici donc un plat d'Iznik qui s'inspire essentiellement de motifs chinois, de fleurs empruntées donc, et de motifs notamment ici sur l'aile. Vous voyez ces petits ronds qui sont autant de nuages dans le système décoratif chinois. Et bien sûr, dans les productions d'Iznik, on va avoir cette influence chinoise complètement revivifié, notamment par le biais de la couleur. C'est d'abord le bleu qui va être le plus célèbre à Iznik, un bleu qui va se différencier, qui va devenir turquoise aux alentours des années 1530. Et puis ce rouge absolument magnifique, qui est l'une des couleurs sans doute les plus complexes à obtenir, puisque vous le savez, le rouge supporte assez difficilement la cuisson pendant longtemps. Il est difficile à obtenir. C'est une couleur qui a tendance à brûler plus vite que les autres, à buller, à s'écailler. Donc ce rouge d'Iznik, qui est mis au point dans les années 1550 à peu près, va faire la renommée de ces productions donc turco-ottomanes totalement sous influence chinoise. Et effectivement, l'histoire de la céramique est avant tout une histoire d'échange, d'influence. Bien sûr, on parle souvent des échanges entre l'Orient et l'Europe, mais il ne faut jamais sous-estimer les échanges entre l'Asie et le monde musulman, le monde arabe, ces échanges ont été extrêmement féconds et porteurs de nombreux raffinements techniques et d'un répertoire qui s'est totalement renouvelé. Pendant ce temps-là, que fait-on en Europe? En Europe, on fait plutôt de la terre vernissée. Donc loin, je dirais, du raffinement extrême de l'aspect très coloré de ce que nous venons de voir dans le monde ottoman, de ce que nous venons de voir dans le monde espagnol sous domination musulmane, eh bien l'Europe va privilégier au XIVe, au XVe siècle la terre vernissée. Cette terre vernissée, donc recouverte qui est composée avec des sels métalliques, cette terre vernissée très brillante, plus on monte en température et plus on va aller vers le grès, est une particularité du Moyen-Âge européen, puisqu'on en trouve autant en Allemagne, en Angleterre, en France. Donc cette terre vernissée, vous avez ici un exemple du Maine, donc on va aller le Moyen-Âge, là, quasiment jusqu'à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, avec ce type d'hôtel portatif que l'on trouve notamment en France, dans la région du Maine. Donc un petit hôtel portatif avec donc cette glaçure au plomb. On va parler parfois de plomure, donc avec ces couleurs jaunes et vertes qui sont assez caractéristiques. C'est cette couleur brune également. Un petit hôtel portatif, vous voyez, mettant en valeur au centre la Vierge, entourée des saints, puisqu'il s'agit donc d'une sorte de petit oratoire là qu'on transporte avec soi, d'hôtel que l'on met dans un oratoire privé et qui réaffirme les principes de la contre-réforme, alors en pleine action, donc la réaffirmation du rôle de Marie et des saints.
La gourde que vous avez ici est une gourde armoriée, donc avec donc au centre de la panse un très beau motif d'armoirie. Et cette gourde est caractéristique du XVIe siècle, avec donc cette glaçure au plomb et cette très très belle couleur verte qui est produite donc en France, en Saintonge, en Nivernais, dans le Maine, et qui est assez caractéristique donc de la production européenne de cette époque. Celui que l'on considère comme, je ne pouvais pas faire l'impasse bien sûr, sur celui qu'on appelle souvent, très certainement de manière excessive, le premier faïencier français. Il s'agit de Bernard Palissy, bien entendu, que vous aurez reconnu immédiatement. Bernard Palissy, qui est originaire de Saintonge, donc qui vit au XVIe siècle, début du XVIe siècle, 1530, et qui produit, donc, qui va être nommé maître des rustiques figulines du roi, qui va travailler donc pour Catherine de Médicis, pardon, et qui va produire pour elle notamment une grotte émaillée. Et vous savez que ce sont les fouilles relativement récentes, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, qui ont été réalisées aux Tuileries, alors qu'on construisait donc la pyramide inversée, là au Louvre. Eh bien, ce sont les fouilles des Tuileries qui ont révélé notamment des traces de son atelier, avec donc des fragments de moules où on a compris un petit peu la manière dont Bernard Palissy travaillait, notamment en moulant au naturel, au plus près, donc les animaux, les végétaux, puis après en surmoulant ces premières pièces. On a même retrouvé donc dans cet atelier situé en bord de Seine, là en plein Paris, un moule présentant un petit phoque. Donc il faut imaginer au XVIe siècle des phoques à Paris sur la Seine, ce qui était quand même une des révélations les plus savoureuses, je pense, de cet atelier de Bernard Palissy. Donc ici un plat, là aussi composé de manière très foisonnante, avec donc ces rustiques figulines, ces animaux moulés au naturel sur un fond parcouru donc de légers reliefs imitant l'eau. Autre plat avec cette fois-ci des coquillages, des lézards, des grenouilles, qui font de Bernard Palissy effectivement un céramiste tout à fait particulier, s'intéressant et écrivant d'ailleurs sur les techniques de la céramique, sur les techniques de cuisson, sur ses expériences, et dont on connaît finalement fort peu d'ouvrages encore aujourd'hui, si ce n'est justement ces fragments de moulage retrouvés dans son atelier. C'est par l'Espagne que la faïence pénètre l'Italie, puisque cette faïence en Italie va s'appeler majolique, à savoir faïence de Majorque. Donc c'est bien une origine espagnole qui précède les majoliques italiennes. Ces majoliques italiennes vont être produites, donc cette faïence italienne va être produite de manière privilégiée au XVe, au XVIe siècle par de nombreux ateliers en Italie, à savoir en Toscane, avec bien sûr des centres comme Florence, comme Sienne, également en Émilie avec le centre de Faenza, et puis d'autres villes italiennes vont se spécialiser dans une production qu'on a souvent du mal d'ailleurs à distinguer, tant un véritable courant s'impose en Italie, à Gubbio, à Casteldorante, etc. Vous avez ici ce qu'on appelle un historiati, c'est-à-dire donc une représentation en plein qui embrasse à la fois l'aile et le bassin et qui représente de la pièce et qui représente donc un épisode mythologique, ici particulièrement le jugement de Paris, avec donc Paris qui donne la pomme à l'une de ses trois déesses, bien entendu Aphrodite. Donc ce goût pour le récit mythologique, pour la peinture de tableaux sur la céramique va marquer profondément, vous voyez, l'Italie, qui hérite donc de cette tradition de faïence de par l'Espagne, avec bien entendu cette ascendance orientale. Donc, autre historiati, ce sont ces artistes donc italiens qui petit à petit vont quitter l'Italie pour s'installer en France du côté de Lyon, et bien qui fonderont là encore les bases de la faïence française et notamment de toutes les majoliques lyonnaises. Autre tendance de la céramique italienne à la Renaissance, bien entendu la sculpture en céramique avec les Della Robbia, les trois Della Robbia. Cette céramique, on la retrouve dans un contexte souvent religieux. Il s'agit d'autels et de retables. Vous avez ici, donc encore une fois, un retable consacré à la Vierge, entouré de saints, tout à fait caractéristique des formes de retables italiens donc, du XVe siècle, avec ici notamment une partie basse qu'on appelle une prédelle et un tableau central. Cette sculpture de céramique
céramique sera également forte de descendance dans l'ensemble de l'Europe. On verra que de nombreux ateliers de faïence française, de nombreuses manufactures de faïence française par la suite reprendront cette tradition de la sculpture céramique. Je pense notamment à Nevers et à Rouen. La palette s'est considérablement réduite. On est passé de cette palette assez riche des historiati, qui était tout de même une palette de grand feu, avec seulement des oxydes, ceux qui sont capables de résister à la cuisson assez élevée de la faïence. Cette palette de grand feu a tendance tout de même à se restreindre à quelques couleurs. On est sur le bleu, sur le vert, sur le jaune, et c'est un décor effectivement que l'on appelle a compendiario, qui est vraiment tout à fait volontaire, c'est-à-dire qu'on les majoliques italiennes ont eu tendance à déborder de couleurs, là, au XVe siècle, au XVIe siècle. Et donc, petit à petit, cette palette se restreint. Et cette palette restreinte, bleu, jaune, vert, est celle qu'on appelle la compendiario, que l'on trouve sur les premières productions françaises que l'on attribue ici à Masseo Abaken. On parle très souvent de Bernard Palissy, mais on oublie Masseo Abaken, qui a été un faïencier rouennais très important au XVIe siècle, qui a diversifié sa production en deux types d'œuvres. Vous avez bien sûr les vases d'apothicaire, donc à savoir les vases de pharmacie, puisqu'on connaît, d'après les textes, une commande de près de 5000 vases. Le XVIe siècle, c'est aussi un siècle où l'on comprend qu'il faut pour préserver la qualité des onguents, des poudres et des sirops, eh bien, il faut les mettre à l'abri de la lumière. Et donc, on abandonne les vases de verre pour des vases opaques que l'on pouvait fermer, donc avec un bouchon de différentes natures. Et vous avez donc d'un côté un albarello, vraisemblablement réservé donc aux poudres, et de l'autre côté ce qu'on appelle une chevrette avec un goulot pour les sirops. Donc ces types de vases de pharmacie là aussi sont totalement inspirés par l'Italie. Vous voyez ici vraisemblablement ce qui ressemble à des portraits pour l'albarello, tandis que pour la chevrette, on a beaucoup plus un personnage d'essence mythologique. Donc Masseo Abaken se partage entre cette création de vases d'apothicaire, mais également les sols pavés. Vous avez ici un fragment de pavement qui appartient au musée d'Écouen, enfin du moins à Écouen, qui était le château d'Anne de Montmorency, du connétable Anne de Montmorency. Et ces pavements reprennent la forme antique des mosaïques. Vous avez une composition très simple. Vous avez comme des tableaux carrés, ce qu'on appelle dans la mosaïque antique des emblémata, un embléma des emblémata. Et cet embléma est chargé de motifs héraldiques, puisque là encore, cette céramique va servir à valoriser, ces sols en carreau vont servir à valoriser le propriétaire, donc à répéter son chiffre et son emblème un petit peu partout, tandis que vous avez donc une bordure composée de fruits et de fleurs, représentée de manière assez naturaliste. Donc Masseo Abaken a été un grand céramiste français dont on a longtemps perdu la trace. On ne le retrouve finalement qu'au début du XXe siècle, puisqu'à partir des guerres de religion, dans les années 1572-74, là, Rouen est particulièrement secoué par ces guerres, et on en perd totalement la trace, et arrive à ce moment-là ce qu'on appelle un véritable hiatus. On ne sait plus très bien ce qui se passe, alors que Rouen était un centre faïencier extrêmement vivace et prolixe. La trace de toute céramique est perdue. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que la faïence française connaisse véritablement ses grandes heures. Cela commence à Nevers, et Rouen va très vite s'emparer, je dirais, du leadership du marché, puisque les arts du feu sont réservés. Quand on est noble, on ne peut pas normalement travailler. Et il faut avoir un privilège particulier pour pouvoir diriger une manufacture. Et c'est ce que va faire le noble Nicolas Poirel de Grandval en étant associé donc à la reine. La reine va lui accorder un privilège. Il fait partie de sa cour rapprochée. La reine lui accorde le privilège de fabriquer des objets en faïence. Il va confier la tête de sa manufacture à Rouen à un certain Edmé Potra, sachant qu'il n'y avait absolument plus de tradition céramique là, depuis la fin du XVIe siècle, on est aux alentours de 1644, eh bien, il est évident que ce sont d'autres artistes, d'autres personnels qui sont arrivés à Rouen, tout droit de Nevers et tout droit d'Italie. Donc la céramique de Rouen que l'on fabrique dans les années 1644-1647 est une céramique d'artisans nivernais et italiens à Rouen.
Donc vous voyez comme c'est difficile parfois de dire c'est du Rouen, c'est du Nevers, tout simplement parce que ça dépend totalement des artisans et des traditions qui sont apportées à ce moment-là dans la manufacture. Donc les premières pièces d'ailleurs faites à Rouen, comme celle-ci qui est signée au dos, reprend totalement ce que vous avez vu dans la forme des historiati tout à l'heure, des majoliques italiennes, avec ce décor extrêmement parcellaire, donc ici uniquement des armoiries sur une partie de l'aile. L'inspiration populaire, très vite, va être répandue dans la faïence rouennaise. Donc une faïence de grand feu qui, dans un premier temps, se cantonne à cet émail bleu cobalt, qui est celui que l'on maîtrise le mieux, avec ici une production particulière qui est un pot trompeur. Vous savez, les pots à cidre en Normandie sont assez fréquents, mais on leur donne une forme bien particulière, puisque vous avez ici tout le corps du vase qui est ajouré, et c'est à l'intérieur que vous avez les tuyaux en fait, qui passent sur les côtés là, de la panse et qui permettent au liquide, bien entendu, de ne pas sortir de la pièce. Quand on regarde bien, il y a à la fois la forme très inspirée par, je dirais, les usages, par l'utilisation populaire de cette pièce, mais elle est décorée de manière extrêmement savante, avec donc ces motifs de fleurs, et surtout regardez sur le col de l'animal, puisque c'est un pichet zoomorphe en forme ici d'oiseau, et bien sûr la tête de l'animal, vous avez cette sorte de grosse languette que l'on va appeler par la suite à Rouen un lambrequin. Le lambrequin étant l'une des spécialités décoratives de Rouen. Et ce lambrequin, c'est avant tout une grosse languette qui dérive tout simplement d'un motif chinois de l'époque Wanli, donc de l'époque Ming, qui va être ici décliné petit à petit comme un motif décoratif très courant. Je vous ai parlé de l'Italie et de l'importance de l'Italie pour la pénétration de cette technique de la faïence en France. Je vais maintenant vous parler des Hollandais. En effet, les Hollandais ont été ce que les Italiens ont été au XVIe siècle pour l'Europe. Eh bien, les Hollandais vont reprendre le flambeau pour le XVIIe siècle. Ces Hollandais se lancent sur les mers et dès 1602 fondent la Compagnie des Indes orientales qui va donc monopoliser le commerce. Donc, ils vont supplanter les Portugais à qui vont gentiment damner le pion. C'est jusqu'alors les Portugais qui assuraient le commerce, notamment des porcelaines chinoises vers l'Europe. Et les Hollandais, donc dès le début du XVIIe siècle, supplantent les Portugais sur les mers et monopolisent quasiment le commerce depuis donc l'Orient vers l'Europe. Ces Hollandais ont déjà une tradition céramique, une tradition de faïence, avec ici, comme vous le voyez, de véritables tableaux sur des carreaux de faïence, des tableaux qui sont faits en blanc-bleu, donc avec cet oxyde de cobalt qui est le mieux maîtrisé, le plus connu et le plus simple pour eux. Et les Hollandais vont être d'abord ceux qui irriguent l'Europe avec toutes les porcelaines chinoises, et ce sont ceux qui vont tirer parti en fait de la fermeture de la Chine. En effet, la Chine, troublée, connaît des troubles politiques aux alentours des années 1647-48, se ferme à l'Occident et donc laisse l'Occident dans une véritable pénurie de porcelaine. Et là, cette porcelaine blanc-bleu qu'on avait découvert grâce aux navigateurs portugais, qu'on avait repéré déjà dans les écrits. Rappelez-vous, Marco Polo, c'est au XIIIe siècle qu'il revient de Chine, et Marco Polo, dans son Devisement du monde, avait déjà loué, vanté la qualité des porcelaines, la qualité des céramiques chinoises qu'il avait pu voir et qui l'avaient tant séduit. Donc, ces porcelaines, on en est, le terme au XVIIe siècle en France, on en est grippé. On est grippé de porcelaine. Louis XIV était grippé de porcelaine au point, justement, de demander à ce que l'on en mette un petit peu partout. Et le Trianon, le grand Trianon, le premier Trianon que l'on ne connaît plus, avait donc tout un décor de porcelaine. Donc ces Hollandais, ce sont ceux qui ont assuré notamment la diffusion de ce type de plat. Vous avez ici un plat tout à fait exceptionnel, conservé donc au musée de Sèvres, qui est un plat chinois du XIVe siècle et qui est important. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'au XIVe siècle que les ateliers de Jing Dezen en Chine ont adopté ce décor blanc-bleu. En fait, ce décor blanc-bleu que l'on trouve, nous, caractéristique de la porcelaine chinoise, est je dirais, une seconde orientation de la porcelaine chinoise. Il faut savoir que les Chinois adorent la porcelaine blanche légèrement bleutée, qui a une couleur très proche du jade. Le jade est la pierre qui, en Chine, concentre toutes les attentions. Une pierre qui est investie véritablement de vertus morales, spirituelles, philosophiques. Et le jade a de multiples couleurs. Et nous, pauvres occidentaux, nous pensons que le jade n'est que vert, que d'un vert rutilant, parfois même agressif, alors que pour les Chinois, le jade est le plus beau lorsqu'il est blanc. On parle d'ailleurs on dit qu'on a une face de jade, des doigts de jade, une maison de jade.
tout ça en tirant vraiment vers le blanc. Et ce blanc est un signe de distinction extrême. Donc, pour les Chinois, la porcelaine la plus belle, la plus remarquable, est une porcelaine blanche. Cette porcelaine, on va la voir tout à l'heure, cette porcelaine, au XIVe siècle, va être considérablement modifiée sous l'influence musulmane, sous l'influence des empires mongols et la période des Han, puisqu'on va avoir ici des bassins donc très grands. On est ici sur un diamètre de 58 cm à peu près. Et ces 58 cm ne correspondent en aucun cas aux usages de la vaisselle en Chine. Donc ce sont bien des pièces qui sont faites pour le monde arabe, pour le monde musulman, donc avec une utilisation plutôt collective du bassin. Une pièce qui, par son bord festonné, évoque les modèles métalliques, une vaisselle qui s'inspire encore une fois de l'argenterie, et surtout des motifs extrêmement tapissants qui relèvent beaucoup plus de l'art textile et du tapis. Donc les ateliers de Jindesen en Chine adoptent le décor blanc-bleu à partir du XIVe siècle. Et ce sont ces porcelaines-là qui vont être largement diffusées donc, en Europe par les Hollandais, puis remplacées par de la faïence dès lors qu'on ne pourra plus donc importer de porcelaine. Le Trianon de porcelaine, en voilà un petit dessin avec, donc, vous voyez, tout ce toit orné de pots balustres, de pots à feu et un toit comportant de la céramique. Ensuite, donc, cette porcelaine blanc-bleu va être donc remplacée par de la faïence. Et c'est également une porcelaine qui, on a parlé de véritable production chinoise pour le monde chinois ou pour le monde musulman, mais vont arriver en Europe ce qu'on appelle des porcelaines pour l'exportation, auquel on donne le nom de craque porcelaine. Les craques porcelaines, c'est ce que vous avez ici, c'est-à-dire un décor assez simple avec un motif en plein dans le bassin, souvent figuratif. Vous avez ici un couple d'oiseaux et tout autour une aile qui est divisée en compartiments comportant donc des motifs symboliques. Et cette division, va être caractéristique. Cette division du décor, ce côté très concentré également, concentrique, va être caractéristique donc des craques porcelaines est caractéristique d'une certaine disposition que l'on retrouvera dans la faïence française. Cette porcelaine chinoise aime aussi la couleur, on l'oublie souvent, mais arrive également, donc, notamment au XVIIIe siècle, toute cette famille verte, famille rose. Donc, on nomme ainsi la porcelaine chinoise en raison des émaux qui sont les plus présents sur la surface. Donc ici, vous avez une pièce de la famille verte avec un décor au phénix qui sera largement repris, notamment à Rouen. Donc ce décor blanc-bleu, vous voyez, irrigue la faïence française. Il s'agissait du plat de Neptune à Rouen. Vous avez ici une assiette de Saint-Jean-du-Désert à Marseille. Donc une manufacture créée à la fin du XVIIe et qui, voyez, dans sa disposition, même si le motif est celui d'un petit colporteur est totalement populaire et français, vous avez bien une disposition et notamment une aile qui est totalement inspirée, comme vous le voyez, par la porcelaine chinoise. Les motifs chinois se retrouvent en polychromie dès lors que la faïence française maîtrise pleinement les 5 couleurs de grand feu. Vous avez ici un écritoire à Rouen orné de motifs très décoratifs avec des Chinois d'opérette, tels qu'on peut les voir notamment dans les peintures de Watteau ou de Fragonard au XVIIIe siècle. Et voilà ici donc un plat attribué à la manufacture Guillibeau qui reprend la disposition, les émaux, la thématique donc des porcelaines chinoises de la famille verte. La sculpture de céramique sera toujours donc une des grandes tendances de la faïence française. Vous voyez que nous avons parlé des Della Robbia. Vous avez ici donc un buste de l'été qui est ici présenté et qui est une des grandes pièces, une des belles pièces du musée de Rouen avec une faïence qui va atteindre son apogée dans la première moitié du XVIIIe siècle. La technique du petit feu va être petit à petit adoptée par les faïenceries françaises de manière extrêmement, on va différencier, c'est-à-dire qu'on va avoir des manufactures qui n'y passent pas du tout. Rouen ne va pas du tout saisir la clé du petit feu pour diversifier son répertoire, pour diversifier ses motifs et ses pièces, alors que le goût, petit à petit, évolue au XVIIIe siècle et qu'on a envie d'avoir une palette qui permet de reproduire soit les éléments de la nature, soit des peintures, et donc on a besoin d'une palette beaucoup plus large que celle du grand feu. Donc cette technique du petit feu, plus lente, plus onéreuse, va être adoptée de manière privilégiée à Strasbourg, à la
la suite des Hanong, et également à Marseille par de nombreuses manufactures. Donc vous avez ici l'évocation avec la Veuve Perrin, une terrine de la Veuve Perrin, donc, où, comme vous le voyez à Marseille, la céramique la faïence ne se suffit jamais à elle-même. Vous avez toujours l'adjonction de petits éléments sculptés, et on a au sein des manufactures une véritable collaboration, soit avec des peintres réalisant de véritables scènes bucoliques, champêtres sur la surface, ou des sculpteurs qui toujours viennent agrémenter les pièces en leur donnant un éclat particulier, comme ici les poissons et les crevisses au niveau du bouton de préhension, ou les petits léopards sur les anses. Les motifs chinois sont toujours à la source de l'inspiration des manufactures françaises. Vous avez ici le décor au chrysanthème de la Veuve Perrin, avec, vous voyez, une installation en plein sur la surface de l'assiette, et cette palette de petits feux qui permet donc, à l'instar de la grande peinture, eh bien, de représenter des fleurs de manière la plus naturaliste possible, ou stylisée, mais avec une palette très vive, évoquant véritablement la beauté de la nature. L'une des très belles pièces de Gaspard Robert à Marseille, alliant encore une fois le petit feu, une forme assez traditionnelle de pot pourri, et surtout donc, ce qui va irriguer toute la faïence à la fin du XVIIIe siècle, c'est le grand combat, du moins la grande rivalité avec la porcelaine. Car en effet, lorsque vous arrivez à ce degré de raffinement dans la faïence, vous êtes en mesure d'affirmer que la faïence peut rivaliser avec la porcelaine. Et cette porcelaine, eh bien, elle va considérablement déstabiliser le marché au XVIIIe siècle. Déjà, donc, dès le début du XVIIIe siècle, vous avez en 1710 la création donc, de la manufacture de Meissen. Donc, la porcelaine dure à Meissen en Allemagne, en Saxe, à l'initiative donc d'Auguste Lefort. Vous allez avoir à la fin du XVIIIe siècle, dès le milieu du XVIIIe siècle, la porcelaine tendre, et puis la porcelaine dure. Et ces manufactures de porcelaine vont petit à petit déstabiliser donc, le marché de la faïence, puisque tous les clients argentés, tous les nobles, ceux qui ont les moyens, vont se diriger bien sûr vers la porcelaine, vers les achats de porcelaine, symbole avant tout de leur niveau social, de leur place dans la société. Donc à Marseille, les manufactures sont un élément essentiel de l'économie au XVIIIe siècle. On a quasiment 10 manufactures qui fonctionnent en même temps. Rouen, de son côté, continue, même si elle ne passe pas au petit feu. Et vous avez des productions qui irriguent des régions entières sur le plan économique. Et donc, cette fuite de la clientèle fortunée, eh bien, va susciter deux types de réactions. À Rouen, on va avoir une production qui, petit à petit, se met à ronronner dans un décor à la corne qui devient de plus en plus lourd, avec des pièces sans originalité, ce qui fait que, dès le début du 19e siècle, il n'y a plus de faïence à Rouen. Tandis qu'à Marseille, on a l'impression que la céramique, la faïence est totalement galvanisée par stimulée, si vous voulez, par ce concours. Prouver que la faïence peut être aussi précieuse. Donc vous avez ici les fleurs au naturel qui se sont développées dans la porcelaine tendre à Vincennes, dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Eh bien, ces fleurs, on va les retrouver ici, entièrement en faïence, au niveau des anses, faites par Gaspard Robert, dans une espèce de duel, là, tout à fait évident, pour prouver la qualité de sa production. Donc effectivement, cette porcelaine tendre, c'est d'abord celle qu'on va connaître en France. Elle apparaît dès la fin du XVIIe siècle à Rouen. C'est le fils d'Edmé Pottrat, Louis Pottrat, qui se met à faire de la porcelaine, mais de manière très confidentielle. On la retrouvera ensuite à Saint-Cloud et puis à Chantilly, avant donc que l'on ne trouve, à partir donc des années 1768, un gisement de kaolin en France, donc dans la région de Limoges, à Saint-Yrieix, qui permettra de fabriquer de la porcelaine française, de la porcelaine dure, à l'instar donc de Meissen, dont vous avez ici un très bel exemple qui date des années 1740 à peu près. C'est un vase dit au décor boule de neige. Donc un vase, vous voyez, très chargé, très ornementé, qui fait la fierté bien sûr de la Saxe. Et on sait combien la Pompadour pouvait justement fustiger le fait que tous les nobles français achetaient de la porcelaine de Saxe, faisait sortir les devises et qu'il fallait une production française. Cette porcelaine dure donc va arriver en France à la fin
du XVIIIe siècle, donc après 1768, plutôt vers 1770-72, et désormais être développée en ayant toujours en mémoire ces pièces. Vous avez ici justement une cruche à alcool qui est une porcelaine chinoise de la dynastie des Song, c'est-à-dire du XIIe siècle, qui a cette couverte blanc bleuté extrêmement particulière et qui fait donc la fierté des Chinois, et c'est cette porcelaine-là que l'on va tenter de copier. Les Chinois accordent à la porcelaine de nombreuses qualités, de nombreuses vertus. Ils en aiment le toucher, ils en aiment l'éclat, ils en aiment surtout la sonorité. Alors qu'en Europe, la porcelaine va être louée avant tout pour sa finesse et sa translucidité. Vous avez ici des pièces qui datent de 2000 d'un artiste suisse, vous voyez, qui sont bien mises en lumière et qui rappellent effectivement ce à quoi les Européens sont extrêmement attachés, à savoir la finesse, la transparence, la translucidité qui fait toute la différence de la porcelaine. Donc ici des créations en porcelaine tendre, là pour la Pompadour avec cet étrange vaisseau pot pourri pour Marie-Antoinette, donc différents types de services là de Sèvres qui va faire bien entendu la gloire de la porcelaine française à partir donc de la fin du XVIIIe siècle. Cette porcelaine, c'est un privilège qu'on accorde également comme ici à Marseille, à Gaspard Robert qui va produire de la porcelaine à Marseille puisqu'il y a du kaolin également à Marseille. Et voyez comment la faïence essaie de lui répondre. Vous avez ici un plat donc de Bonnefoy avec de la manufacture Bonnefoy avec un très beau tableau donc sur le bassin digne des meilleures peintures de l'époque puisqu'on a des tableaux qui correspondent tout à fait à cette iconographie de scène maritime, de bordure de mer. Et voyez que la faïence intègre l'or vraiment à la suite de la porcelaine pour rappeler qu'elle peut être aussi précieuse et aussi raffinée quand bien même les clients commencent à la fuir. Cette porcelaine de Sèvres, Sèvres va la magnifier en différentes applications. On a vu bien sûr des pièces de vaisselle, des pièces de table, de plâterie, mais ce sont également ces plaques qui vont désormais orner les meubles. Vous avez ici un très beau Bonheur du jour de Carlin, qui est un des meubles phares de la collection Camondo, bien sûr à Paris. J'espère que vous êtes allés voir la très belle exposition à Versailles en ce moment sur le design au XVIIIe siècle, avec des meubles somptueux, entièrement en plaques de porcelaine, des meubles méconnus qui sont toujours en collection privée. Je pense à la commode de Mademoiselle de Sens, entièrement en plaques de porcelaine de Sèvres verte avec un réseau de bronze sublime. Et il faut imaginer que ces meubles vont faire, bien entendu, la renommée mondiale de Sèvres et installer pour de très longues années son excellence. Le biscuit est une création aussi, donc totalement liée à la manufacture de Sèvres. Alors ces biscuits sont nés de la demande de décors de table. Ces décors de table que l'on mettait, bien entendu, lors des banquets, des réceptions, étaient avant tout composés de personnages en sucre. Donc ces personnages en sucre étaient bien sûr périssables et pour les remplacer, on a eu l'idée de ne pas ajouter de glaçure à cette petite sculpture qui, à Sèvres, prend son essor, du moins à Sèvres, à Vincennes dans un premier temps, à partir des années 1748-49. Et qui fera par la suite la renommée de Sèvres, puisque on aura le grand sculpteur Falconet qui en donnera de nombreux modèles, reprenant notamment des iconographies liées à Boucher ou à Fragonard. La terre cuite est également utilisée dans ce type de petits groupes intimes destinés à des collectionneurs. La céramique est aussi une question là, de collectionneurs. On a des commandes qui sont notamment passées à l'artiste Clodion, qui est un contemporain du sculpteur Houdon. Clodion, qui n'a jamais été aussi heureux qu'à Rome, revient en France à la demande donc général et produit donc des pièces de grande qualité, des pièces extrêmement intimistes comme ce très très beau groupe de Satyre et Bacchante qui est ici laissé en terre cuite brute sans aucune glaçure ni vernis et qui montre à la fois le talent du sculpteur et la force d'une terre laissée à nu. La céramique architecturale, bien entendu, doit faire partie de l'histoire de la céramique. 1889 a constitué une date essentielle. 1889, c'est bien sûr la date de la grande exposition universelle à Paris, celle de la Tour Eiffel. Mais la céramique architecturale ne s'est jamais aussi bien portée qu'à ce moment-là, jusqu'en 1900, puisque en fait, on a petit à petit trouvé de nombreux procédés pour rendre plus résistante la céramike qui était donc exposée en extérieur,
extérieure, notamment des procédés qui permettaient qu'elle ne gèle pas, qu'elle soit non gélive. Donc vous avez ici un fragment du pavillon qui avait été prévu par Sèvres justement à cette exposition de 1889, qui n'a pas été réalisée sauf cette travée qui est aujourd'hui remontée dans un square donc, à Saint-Germain-des-Prés et qui montre, en dépit du côté assez académique de la structure, vous voyez, une sculpture sous un arche, eh bien, toute l'ampleur de cette céramique architecturale et décorative qui va s'emparer des façades. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que l'adjonction de la céramique et de l'architecture est quelque chose qui va permettre de donner au bâtiment une lisibilité extérieure, notamment comme ici dans le cas de la chocolaterie de Noisiel. On est à la fin du 19e siècle et on a ici, de l'architecte Saunier, on a ici un bel exemple des préceptes de Viollet-le-Duc qui estimait que le décor n'était pas un vêtement qu'on enfilait sur le bâtiment, mais que le décor était complètement constitutif du bâtiment, comme la peau et les muscles. Et donc, vous avez ici un décor en briques émaillées qui permet de lire la façade. Vous avez une brique émaillée qui est complètement complémentaire de la structure métallique et qui vient ici permettre de donner une lisibilité architecturale de la façade, comme l'aurait fait par exemple une maison à colombage, qui aurait été irriguée là, par les poutres. On voyait très bien le système architectural. Et bien là, vous avez à la fois ces enchevêtrements métalliques et ces briques émaillées qui permettent de souligner toute la structure architecturale de l'édifice. Par la suite, dès 1889, est déposé un brevet pour le ciment armé. Et lorsque vous avez des façades en ciment armé, c'est pas très très beau. Donc là, le ciment armé doit être recouvert, doit être dissimulé. Et là encore, c'est la céramque qui va être appelée en renfort pour pouvoir donner à ces façades un aspect beaucoup plus avenant et beaucoup plus décoratif, avec donc petit à petit l'adjonction de grès. Vous avez ici le travail de Bigot, donc d'Alexandre Bigot, qui va être l'un des grands auxiliaires de l'architecture à la fin du 19e, au début du 20e, un des grands auxiliaires notamment de toute la production de l'Art Nouveau, avec ici donc son bâtiment emblématique, presque sa vitrine commerciale, puisqu'il s'agit du très beau bâtiment de l'avenue Rapp avec la Virotte, où Bigot laisse complètement libre cours à son délire décoratif tout en grès, qui vient ici souligner tous les éléments de la façade. Donc le 19e siècle est marqué par de nombreuses recherches sur le plan des terres, sur la mise au point de nouvelles pâtes, sur le retour aussi à des techniques anciennes, notamment d'émaillage, de couleurs. L'un des grands artisans de cette réflexion sur les techniques extra-européennes, c'est Théodore Deck. Théodore Deck, dont vous avez ici les présentations. Je parle pour ma chapelle, c'est ce qui est fait à Borelli, à Marseille. Vous avez ici donc de grandes pièces de Théodore Deck qui rappellent le bleu d'Iznik dont on a parlé tout à l'heure, qui recherchent les couvertes qui ont été celles des Chinois, celles des Turcs, et qui essaient de varier les effets, notamment en introduisant de l'or sous la couverte, à la suite de la découverte des mosaïques byzantines lorsqu'il est allé donc à Venise. Théodore Deck qui a été directeur des travaux d'art à Sèvres entre 1887 et 1891. Le grès va être une matière particulièrement privilégiée des artistes donc de la période Art Nouveau, qui sont très influencés par le mouvement anglais Art and Craft et qui recherchent à travers le grès et sa cuisson les effets que pouvait avoir le rouge, l'extraordinaire rouge sang de bœuf des Chinois que l'on n'arrivait pas à produire. Donc c'est une recherche obsessionnelle des artistes de l'époque Art Nouveau, ce rouge sang de bœuf qui est ici donc flammé de bleu, puisque le grès va vraiment servir toutes les expérimentations. Donc de la chenal ici avec des pièces donc d'inspiration encore une fois asiatique. Et là il faut souligner vraiment le rôle fondamental des expositions universelles à partir de 1851 qui ont ouvert leurs portes aux céramiques extra-européennes, à d'autres traditions artistiques comme celle de la Chine, du Japon, surtout du Japon et de la Corée. C'est la découverte dans les années 78 et 89 du Japon, de la Corée, qui vont profondément bouleverser, cette découverte va profondément bouleverser le monde céramique français, européen, en mettant le grès au premier plan, en s'inspirant du raku japonais, donc cette nouvelle cuisson, cette cuisson qui est totalement nouvelle pour les Européens, qui permet donc vraiment d'obtenir des effets que jusque-là on ne connaissait pas, ce côté assez brut, cette cuisson interrompue en plongeant la pièce dans la cendre ou dans l'eau, qui produit quelque chose d'assez spectaculaire. Ce raku japonais va être formidablement suivi.
D'autres effets comme les cristallisations qui sont d'abord des erreurs de cuisson que l'on prend pour un défaut, qui vont être popularisées et systématisées par la manufacture de Copenhague, vont également s'emparer donc de la céramique. Les céramiques d'artistes, et je sais que je suis très en retard, les céramiques d'artistes, je fais semblant de ne pas voir Guillaume, mais je sais que vous êtes au taquet, je vais vite finir, avec donc la collaboration entre des ensembliers comme Ruhlmann et Mathurin-Méheux, à gauche de votre écran, sur des grands vases issus, vous voyez, de tout un motif africain, dépendant bien sûr de l'exposition coloniale. À droite de l'écran, des céramiques rustiques, presque primitives. On pense à l'origine péruvienne de Gauguin. Vous avez ici donc une céramique de Gauguin qui travaille de manière privilégiée le grès. Les céramiques de Picasso, qui à la fin de sa vie, enfin du moins quand je dis à la fin de sa vie, dans les 20 dernières années de sa carrière, va produire plus de 4000 pièces à Valoris, dont il va totalement changer la physionomie. Ce petit village au Sans-Potier va devenir un centre d'attraction, puisqu'il va être attiré à sa suite de nombreux artistes. Picasso, donc, qui va vraiment devenir potier à partir de 65 ans et ne plus quitter la terre en faisant un médium vraiment privilégié de son art aux côtés de la peinture, du dessin, de la gravure, etc. Donc ici, un fragment de briquet émaillé et des vases portraits, à l'instar justement des gourdes portraits Mochica, donc de tradition sud-américaine, réalisée ici par Picasso. Vase d'artiste, bien sûr, Soulage, avec un exemplaire, avec un unicum qui par la suite a été reproduit en 10 exemplaires seulement, où Soulage vraiment magnifie la forme du vase, une forme assez traditionnelle de la manufacture de Sèvres, en traduisant vraiment sa conception de la peinture, qui est le noir-lumière, et en mettant cette lumière sous la forme d'un cercle d'or de 24 carats. Donc une céramique contemporaine qui aujourd'hui ne privilégie ni la porcelaine ni le grès, mais s'intéresse avant tout, je dirais, à une forme soit très décorative, soit très surprenante. Vous avez vu le vase ailé juste auparavant. Ici, une coupe en porcelaine d'une artiste australienne. Donc une céramique sculpture, comme ici, avec des assemblages qui font assez penser à Malevich, par exemple, des groupes donc, de pièces qui rivalisent avec vraiment la sculpture. Des artistes qui aujourd'hui réalisent bien souvent des pièces sous forme d'installation. Vous avez ici donc Elmar Trenkwalder avec une vue donc de l'exposition de Tourcoing, Elmar Trenkwalder qui s'intéresse à la fois à la tradition populaire de la céramique, mais aussi à son aspect extrêmement prestigieux en lui conférant un côté très baroque. Donc Elmar Trenkwalder qui est toujours dans le superlatif, soit dans la pièce de très très grande taille, très ornementée, appartenant à la fois à la nature et au monde façonné par l'homme, ce passage entre vraiment des formes qui lui sont inspirées par la montagne, par les arbres, mais qui petit à petit se muent en motifs ornementaux issus par exemple des églises, issus de l'architecture. Des pièces réalisées comme ici au Craft en 1995, donc au Centre de recherche sur les arts du feu de Limoges. Vous avez reconnu le but de football de Wim Delvoye, donc qui est un véritable questionnement. Wim Delvoye questionne vraiment sur les usages et sur la tradition bourgeoise. On connaît son pavement de céramique imprimé de motifs d'excréments qu'il avait présenté à la Documenta de Cassel. Et ici, ce but est tout à fait aussi provoquant avec de la faïence, de la porcelaine et les meilleurs doreurs de Sèvres qui ont travaillé donc à l'agrémenter. Donc vous avez ici tout un questionnement sur les savoir-faire justement et sur les métiers d'art. Vous avez l'aspect à la fois féminin du but dans ce côté très décoratif et très orné, et bien sûr masculin par son usage. Des pièces qui aujourd'hui questionnent là aussi sur la nature des matériaux, sur l'utilité ou sur l'utilisation que l'on en a. Vous avez les chips qui sont bien connus dans le monde des musées pour remplir, les chips de polystyrène pour remplir les caisses d'œuvres d'art, qui sont ici réalisées, donc qui sont vraiment ces petites pièces dont on ne se soucie pas, qui sont ici réalisées donc en porcelaine avec un chips en or par Gabriel Vambo lors d'une résidence à Sèvres.
La terre qui peut être installation, bien sûr, comme ici, qui petit à petit donc, disparaît dans l'eau. Vous avez ici donc, une installation de Carole Chebron au musée de la céramique de Rouen. Je vais vite, hein, je sabre. Avec donc, le côté translucide, ces écrans de porcelaine, avec surtout une impression de dentelle ancienne, avec donc, des pièces donc, réalisées qui permettent de garder l'empreinte de ces textiles anciens et qui donc, constituent autant de mobile et de légèreté là, dans le musée. Une céramique installation également aujourd'hui qui s'empare des nouvelles technologies, des nouveaux moyens de communication liés à l'image. Vous avez ici l'ensemble qui s'appelle L'illusion du réel, qui est une œuvre de Magdalena Gerber qui compose un grand vaisselier d'apparat sur le palier du château Borelli, qui est une commande, puisque j'avais demandé à Magdalena Gerber de réaliser un portrait céramique de ce château. Et donc, elle a imprimé des vidéos repris donc sur 64 assiettes, comme si les Borelli allaient recevoir 64 convives. On est en porcelaine, puisque, effectivement, cette élite est certainement passée à l'achat de porcelaine à la fin du XVIIIe siècle. Et ces pièces sont reprises en gravure en or, les traces d'or étant celles des lacunes du décor dans l'état dans lequel nous avons trouvé Borelli avant de le restaurer. Donc, c'est une réflexion aussi sur le luxe, hein, sur l'apparat, sur le thème de la réception, qui fait que la céramique va bien au-delà de l'objet présenté, mais évoque également tout un ensemble d'usages, de coutumes et une réflexion philosophique sur le thème justement du statut social. Des créations, tout à l'heure Guillaume, vous aviez parlé des prothèses, etc. Il faut ici parler de la céramique dans son application urbaine, dans son application, je dirais, plus technique, avec ici le banc de Marc Aurèle et les écailles de l'architecte Borel, ici à gauche. Donc là aussi, toute une réflexion sur la manière d'inscrire la céramique dans le mobilier urbain actuellement. Et puis je finirai avec une céramique contemporaine qui se vit de l'intérieur, qui se vit lors de performances, comme ici celle de Valérie Delarue dans le moulin de Sèvres, qui a modelé entièrement un espace donc de porcelaine, de terre avec son corps. Et donc cette performance a fait l'objet, bien entendu, d'une vidéo. Donc c'est vraiment un corps à corps avec la matière, qui rappelle toujours que la céramique est avant tout une histoire de rencontre entre la terre et l'artiste. Une céramique qui aujourd'hui est traversée par toutes les problématiques liées à l'art numérique, donc toutes les problématiques liées aux imprimantes 3D, à des créations participatives, collaboratives. Une céramique qui est totalement en phase, je dirais aujourd'hui, avec son époque, puisqu'on a tout un courant vraiment qui lie céramique et numérique. Mais je voulais finir sur cette image qui rappelle avant tout que la céramique, la terre, c'est avant tout quelque chose de très jouissif avec lequel on peut faire à peu près tout et n'importe quoi, notamment questionner l'art de la grande sculpture, l'art du portrait commémoratif. Vous avez ici une sorte de trophée de portrait sur son piédestal. Il s'agit de l'artiste Dominique Angèle dans une performance, puisque c'est lui-même qui déclenche la photographie que vous avez devant les yeux et qui permet donc de réfléchir sur le corps à corps de l'artiste avec la matière et tout ce qu'elle peut produire. Je vous remercie.